Imaginez être la personne la plus faible d'une dimension entière peuplée de monstres, de magie et de guerres apocalyptiques. Et que votre stratégie de survie soit l'agriculture. Pas une technique d'épée légendaire, pas une bénédiction divine, pas une lignée cachée qui s'active opportunément au moment du plus grand péril. Des cultures, des graines dans la terre, des horaires d'arrosage. Un homme seul au fond d'une tour remplie de créatures qui pourraient l'anéantir d'une simple pensée. Et il plante des tomates cerises. Le manhwa s'appelle Solo Farming in the Tower. Le titre coréen est Nahonja Tabeseo Nongsa. Et il n'a aucune raison d'être aussi captivant qu'il l'est. Parce que Sejun Park, un jeune homme ordinaire, sans pouvoir, parfaitement quelconque, se retrouve par accident dans la structure la plus dangereuse qui existe, piégé dans une zone cachée sans issue, et répond à sa situation non pas par une détermination héroïque ou un entraînement de combat désespéré, mais par le pragmatisme silencieux et obstiné de quelqu'un qui refuse simplement de mourir l'estomac vide. C'est l'un des manhwas les plus inattendus et brillants en cours aujourd'hui, et je dois vous dire pourquoi. Bienvenue sur Manhwa Recap Vault. Aujourd'hui, nous couvrons quelque chose de véritablement différent. Une histoire qui prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir du combat pour créer une tension extraordinaire, ni un protagoniste surpuissant pour livrer des récompenses profondément satisfaisantes. Si vous avez déjà voulu un manhwa qui ressemble à une couverture chaude enveloppant une crise existentielle, le voici. Pour comprendre la situation de Sejun Park, vous devez d'abord comprendre la Black Tower. Dans ce monde, des tours sont apparues. D'immenses structures venues d'ailleurs qui perçaient la réalité elle-même. Des portes vers des dimensions remplies de monstres, de trésors et d'un pouvoir au-delà de la compréhension humaine. Les chasseurs entraient dans ces tours pour franchir des étages, gagner en puissance et protéger l'humanité des créatures qui s'y trouvaient. Les tours sont devenues l'axe autour duquel la civilisation s'est réorganisée. Gouvernement, économie, hiérarchies sociales entières. Tout a été remodelé par la simple question de savoir qui pouvait survivre dans une tour et qui ne le pouvait pas. La Black Tower est l'une de ces structures. Elle est immense, elle est ancienne, et elle est, par toute évaluation raisonnable, mortelle. Chaque étage contient des écosystèmes, des créatures et des défis dont le danger augmente à mesure que l'on monte. Les chasseurs les plus puissants au monde entrent dans la Black Tower en groupe organisé avec équipement, provisions, plans de secours et protocoles d'extraction. Sejun Park n'est pas l'un de ces chasseurs. Il n'est pas fort. Il n'a aucune capacité de combat. Il ne possède aucune affinité magique, aucune compétence éveillée, aucun potentiel latent attendant d'être déverrouillé par des circonstances dramatiques. Il est, selon tous les critères qui comptent dans ce monde, ordinaire. Le genre de personne qui ne mettrait jamais, dans aucun scénario raisonnable, le pied dans une tour. Et pourtant, à travers une série d'événements à parts égales, malchanceux et absurdes, Sejun se retrouve à l'intérieur de la Black Tower. Pas sur un étage nettoyé, avec équipe de soutien et ligne de ravitaillement. Pas dans une zone sûre, avec d'autres humains. Il atterrit dans une zone cachée d'un des premiers étages. Un espace qui a été scellé, oublié, déconnecté des voies principales que les chasseurs utilisent pour monter. Il est seul, complètement, terriblement seul. Aucune communication avec le monde extérieur, aucun moyen d'appeler à l'aide, aucune arme, aucune provision, aucune compétence qui l'aiderait à se frayer un chemin vers une sortie, même s'il en existait une. Ce qu'il a, c'est de la terre. La zone cachée est, fonctionnellement, une grotte avec du sol. Il y a de l'eau. Il y a de la lumière qui filtre de quelque part au-dessus, assez pour soutenir la croissance des plantes si quelqu'un savait comment les cultiver. Et Sejun Park, qui a passé sa vie ordinaire dans un monde ordinaire à faire des choses ordinaires, se trouve en savoir juste assez sur la culture de la nourriture pour ne pas mourir immédiatement. Alors il cultive, pas comme une grande stratégie, pas comme un plan de survie calculé. Il cultive
parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. L'alternative, c'est la famine. Et Sejun n'est pas du genre à accepter l'alternative. Il est obstiné comme les gens quelconques le sont souvent, sans drame, sans héroïsme, juste avec un refus persistant et silencieux d'abandonner. Il trouve des graines, il défriche le sol, il plante, il arrose, il attend. Et quand les premières pousses vertes percent la terre, quelque chose se déplace. Pas dans le monde autour de lui, mais en Sejun lui-même. Parce qu'à présent, il a un projet. À présent, il a un but. À présent, chaque jour a une structure. Soigner les cultures, vérifier l'eau, protéger les semis, planifier la prochaine récolte. C'est banal, c'est répétitif. Et c'est, contre toute attente, profondément captivant à lire. Parce que les histoires de survie fonctionnent le mieux quand elles dépouillent tout, sauf la question fondamentale. Que feriez-vous réellement ? Pas ce que vous feriez avec un système. Pas ce que vous feriez en découvrant des pouvoirs cachés. Que feriez-vous avec rien d'autre que vos mains et ce que la terre offre ? Sejun cultive. Et la culture est bonne. C'est ici que Solo Farming in the Tower révèle l'astuce qu'il cachait derrière sa prémisse douillette. Sejun n'est pas seul dans la Black Tower. La tour est peuplée de créatures d'un pouvoir extraordinaire. Des êtres qui existent entre ces murs depuis des siècles. Des entités dont les capacités écrasent tout ce que les plus puissants chasseurs humains peuvent produire. Et plusieurs de ces créatures commencent à remarquer Sejun. Pas parce qu'il est une menace, pas parce qu'il dégage un pouvoir caché. Elles le remarquent parce qu'il cultive de la nourriture. La première connexion majeure se fait avec un groupe d'abeilles venimeuses. Des créatures dangereuses, territoriales et complètement désintéressées des affaires humaines. Sauf que les cultures de Sejun produisent du nectar. Et ces abeilles, aussi puissantes soient-elles, veulent ce nectar. Une relation tentative et transactionnelle se forme. Sejun fournit fleurs et cultures. Les abeilles fournissent du miel. Aucune des deux parties ne se fait totalement confiance. Les deux parties en bénéficient. C'est le premier fil de ce qui devient le mécanisme central de toute l'histoire. La capacité de Sejun à former des relations avec les créatures de la tour, non pas par la force, non pas par la domination, mais par l'utilité. Il fait pousser des choses. Des êtres puissants veulent ces choses. Et Sejun, avec l'instinct commercial discret de quelqu'un qui comprend l'offre et la demande, exploite ce qu'il a. Puis, Aylin Prytani entre en scène. Aylin est une dragonne. Plus précisément, c'est une jeune dragonne qui sert d'administratrice de la tour, responsable de gérer certains aspects des systèmes internes de la Black Tower. Elle est puissante, fière et absolument désastreuse dans son travail, comme seul peut l'être quelqu'un à la fois surqualifié et inexpérimenté. Elle découvre Sejun à travers les systèmes de surveillance de la tour et devient fascinée par cet humain bizarre qui cultive dans une zone scellée que personne n'était censé pouvoir atteindre. Leur relation est l'une des grandes joies de ce manhwa. Aylin ne peut pas atteindre physiquement Sejun. Elle communique avec lui à travers les systèmes de la tour, lui proposant des quêtes, fournissant des informations, lâchant occasionnellement des objets ou des graines par des canaux administratifs qu'elle ne devrait probablement pas utiliser. Elle est autoritaire, exigeante, émotionnellement volatile et profondément, manifestement attachée à Sejun d'une manière qu'elle préférerait mourir plutôt que d'admettre. Elle masque son inquiétude par des exigences impérieuses et un formalisme administratif, et c'est infiniment attendrissant. Mais l'arrivée véritablement transformatrice, le personnage qui élève cette histoire de charmante à véritablement spéciale, c'est Fenrir. Oui, ce Fenrir-là. Dans la mythologie de ce monde, Fenrir est une bête de classe apocalyptique. Une créature au pouvoir capable de mettre fin au monde, scellée parce que sa pleine puissance pourrait défaire la réalité elle-même. Fenrir est légende. Fenrir est terreur. Fenrir est le nom murmuré par des êtres qui eux-mêmes inspirent la terreur. Et Fenrir, actuellement, est un chiot. Dépouillé de ses pouvoirs, diminué,
réduit à une minuscule boule de fourrure, absurdement adorable. Fenrir rencontre Sejun dans la zone cachée et fait une découverte qui remodèle toute la trajectoire de l'histoire. Les cultures de Sejun ne sont pas des cultures ordinaires. Quelque chose dans la zone cachée, quelque chose dans la culture persistante de Sejun, quelque chose dans les conditions uniques de cet espace scellé, a produit une nourriture aux propriétés extraordinaires. Une nourriture qui peut restaurer le pouvoir, qui peut guérir, qui a un goût franchement incroyable. Fenrir veut cette nourriture, Fenrir en a besoin. Et Sejun, qui ne comprend pas totalement ce qu'est Fenrir, mais comprend absolument que cette petite créature pourrait probablement le détruire sans effort, fait ce que Sejun fait toujours. Il négocie. Le résultat est un arrangement qui est simultanément un contrat de protection, un accord commercial, et le début d'une amitié improbable. Fenrir reste. Fenrir mange la cuisine de Sejun. Fenrir, presque à contre-cœur, fournit une protection, parce que protéger la source de nourriture est simplement logique. Et tout attachement émotionnel, plus profond, est entièrement fortuit et ne devrait pas être discuté. Ce schéma se répète, encore et encore. Des bêtes légendaires, des esprits puissants, des entités anciennes. Ils trouvent leur chemin jusqu'à la ferme cachée de Sejun, attirés par les propriétés de plus en plus remarquables de ces cultures. Et chacun, par une combinaison de faim, de curiosité et de l'inexplicable attraction gravitationnelle de l'hospitalité obstinée de Sejun, reste. L'humain fauché et sans pouvoir construit une maisonnée, pas par le combat, par la cuisine, l'agriculture et l'acte radical de traiter des entités apocalyptiques comme des invités qu'il faut nourrir. Ce qui rend Solo Farming in the Tower structurellement brillant, c'est la manière dont il monte en intensité sans abandonner son identité fondamentale. C'est une histoire d'agriculture. Elle le reste. Mais la ferme grandit de manière véritablement surprenante. Les cultures de Sejun développent des propriétés de plus en plus puissantes. Des tomates cerises qui restaurent l'endurance. Des patates douces qui améliorent la résistance magique. Des cultures qui, entre les mains des chasseurs, seraient classées comme consommables, S-rank valant des fortunes. Et Sejun, piégé dans sa zone cachée sans accès au marché ni aux maisons de vente, en cultive par boisseau. L'économie de la tour commence à se déformer autour de lui. D'autres habitants des étages, créatures, esprits, divinités mineures, commencent à traiter la ferme de Sejun comme une destination. Des routes commerciales se forment. Des demandes arrivent. Eileen, opérant à travers son accès administratif, commence à faciliter des échanges qui violent techniquement plusieurs protocoles de la tour, mais produisent des résultats trop bénéfiques pour être arrêtés. Sejun devient, sans jamais l'avoir voulu, le producteur agricole le plus important de toute la Black Tower. La comédie, dans cette section, est exceptionnelle. Sejun aborde chaque interaction avec la même énergie pragmatique, qu'il négocie les prix des cultures avec un esprit ancien, ou qu'il se dispute avec Fenrir au sujet du vol de nourriture avant qu'elle ne soit correctement récoltée. L'absurdité de sa situation ne submerge jamais la sincérité de ses réponses à celle-ci. Il ne trouve pas étrange qu'un dieu loup, dépouillé de ses pouvoirs, fasse la sieste dans son potager. Il trouve cela gênant, parce que Fenrir écrase les semis. Mais sous la chaleur, de véritables enjeux s'accumulent. Le saut de la zone cachée n'est pas permanent. Des forces extérieures, humaines et autres, prennent conscience que quelque chose d'inhabituel se passe dans la Black Tower. Les cultures que Sejun produit ont des propriétés que des organisations puissantes tueraient pour contrôler. Des chasseurs qui ont passé des années à grimper les étages de la tour donneraient n'importe quoi pour le genre de consommables que Sejun cultive de manière routinière. Et Sejun lui-même change. Pas par l'entraînement au combat ou l'acquisition de pouvoir, mais par quelque chose de plus subtil. Le système de la tour reconnaît son agriculture. Il lui accorde des compétences agricoles, pas des capacités de combat tape à l'œil, mais des améliorations profondément pratiques à ses techniques de culture. Analyse améliorée du sol,
Cycle de croissance accéléré. La capacité d'identifier les propriétés des graines avant de planter. Des compétences qui seraient inutiles dans un combat, mais sont dévastatrices dans un champ. Il devient, dans les paramètres très spécifiques de ce qu'il fait, véritablement exceptionnel. Pas un grand chasseur, pas un grand combattant, un grand fermier. Et dans une tour pleine d'êtres qui ont besoin de manger, cette distinction porte plus de poids que n'importe quelle épée. Les bêtes légendaires qui peuplent désormais sa ferme, Fenrir et d'autres qui arrivent au fil de l'histoire, fournissent la protection que Sejun lui-même ne peut pas assurer. Elles sont ses murs, sa armée, sa dissuasion. Pas parce qu'il les commande, pas parce qu'il les a apprivoisées, mais parce qu'elles ont indépendamment conclu que protéger la ferme est dans leur propre intérêt. La nourriture est trop bonne. La compagnie est trop confortable. L'étrange humain obstiné qui traite les entités capables de mettre fin au monde avec la même hospitalité naturelle qu'il montrerait à n'importe quel voisin. Il mérite d'être gardé en vie. C'est une histoire de famille trouvée déguisée en simulateur agricole, déguisée en fantaisie de tour, et chaque couche fonctionne. Le paysage du manoir est saturé de fantasmes de pouvoir. Des protagonistes qui éveillent des capacités divines, qui reçoivent des systèmes légendaires, qui se réincarnent avec une pleine connaissance du futur et dominent systématiquement chaque défi. Et ces histoires ont leur place. Je les couvre régulièrement sur cette chaîne et je les apprécie énormément. Mais Solo Farming in the Tower opère dans un espace que presque personne d'autre n'occupe. Il pose une question que le genre considère rarement. Et si la plus grande force du protagoniste n'était pas sa capacité de combat, mais sa volonté de faire quelque chose que personne d'autre ne juge digne d'être fait. Sejun cultive parce que personne d'autre ne le fera. Les êtres puissants de la Black Tower considèrent l'agriculture comme indigne d'eux. Les chasseurs traversent les étages en quête de combat, de trésors et de progression de niveau. Ils ne s'arrêtent pas pour planter des graines. Toute l'infrastructure de la tour est construite sur l'hypothèse que le pouvoir découle du combat. L'existence de Sejun réfute cette hypothèse. Et l'histoire tire une satisfaction énorme à regarder les entités les plus puissantes de la tour reconnaître progressivement, à contre-cœur, parfois hilarement, que cet humain quelconque a construit quelque chose qu'aucune d'elles ne pourrait reproduire. Le contrôle tonal est remarquable. C'est une histoire qui inclut des bêtes de classe apocalyptique, des systèmes de pouvoir à l'échelle cosmique et un véritable danger. Et pourtant, elle reste constamment douillette. Pas parce qu'elle évite les enjeux, mais parce que le centre émotionnel de Sejun tient bon. Il s'inquiète pour ses cultures. Il se tracasse au sujet des conditions météorologiques dans la zone cachée. Il maintient des routines, horaires d'arrosage, calendrier de récolte, préparation des repas, qui ancrent le récit dans le domestique, alors même que le contexte plus large devient de plus en plus extraordinaire. L'humour est sec et porté par les personnages. Le refus indigné de Fenrir d'admettre tout attachement émotionnel tout en refusant physiquement de quitter la ferme. Les tentatives de plus en plus transparentes de Eileen pour aider Sejun tout en maintenant la fiction de la neutralité administrative. Le défilé de créatures légendaires qui arrivent en s'attendant à intimider un fermier humain et se retrouvent à s'asseoir pour un repas qu'elles ne peuvent se résoudre à quitter. La source littéraire, 723 chapitres complétés par S.D. Sick Knight, fournit une profondeur de construction du monde dans laquelle l'adaptation manhwa puise généreusement. L'écologie de la tour, ses systèmes économiques, les dynamiques politiques entre gardiens d'étage et administrateurs de la tour. Tout cela semble développé et intérieurement cohérent. Ce n'est pas un monde construit pour servir l'arc de pouvoir d'un seul protagoniste. C'est un monde qui existe indépendamment, et Sejun se trouve avoir découvert la seule niche en son sein que personne d'autre n'a pensé à exploiter. Et la qualité de l'adaptation est exceptionnelle. L'adaptation de Lim Hyung préserve le rythme et l'humour du roman,
tandis que l'art de Lee Ha-kyung donne vie à la ferme avec une chaleur et un détail qui font que chaque récolte semble méritée. Les designs des personnages sont distinctifs. Sejun a l'air ordinaire parce qu'il est ordinaire, et le contraste entre son apparence quelconque et les créatures légendaires qui l'entourent est une blague visuelle qui ne cesse jamais d'être drôle. 100 chapitres dans la première saison, l'histoire a à peine effleuré la surface de ce que contient le roman. La ferme grandira. Les bêtes se multiplieront. Le monde extérieur viendra frapper. Et Sejun Park, l'homme qui a répondu à un emprisonnement dimensionnel en plantant des tomates cerises, affrontera des défis qui mettront à l'épreuve si l'agriculture et l'hospitalité peuvent tenir face à des forces qui croient que seule la violence mérite le respect. Ce que j'ai couvert aujourd'hui est la fondation. La zone cachée, les premières cultures, les relations initiales avec Fenrir et Eileen, l'établissement d'une ferme qui attire des résidents de plus en plus puissants. Mais l'histoire que Solo Farming in the Tower construit à partir de là s'étend énormément. Le saut sur la zone cachée n'est pas permanent et l'isolement de Sejun ne durera pas éternellement. Quand le monde extérieur découvrira ce qu'il a construit, quand les chasseurs, les gouvernements et les organisations de la tour apprendront qu'un seul fermier humain produit des cultures qui rivalisent avec les objets consommables les plus puissants qui existent, la bulle douillette entourant la ferme affrontera sa plus grande épreuve. Le roman s'étend sur plus de 700 chapitres, pour une raison. La ferme se transforme en quelque chose qui affecte tout l'écosystème de la tour. Des alliances se forment, des ennemis émergent. La question de savoir qui contrôle l'approvisionnement alimentaire devient, comme c'est toujours le cas dans toute civilisation, une question de qui contrôle tout. Et au centre de tout cela, Sejun Park continue à faire ce qu'il a toujours fait. Il se réveille. Il vérifie ses cultures. Il nourrit le loup de l'Apocalypse. Il se dispute avec la dragonne administratrice. Et il cultive. Parce que c'est qui il est. Et c'est plus que suffisant. Si vous êtes fatigué des fantasmes de pouvoir centrer sur le combat, et voulez quelque chose qui prouve que l'on peut construire l'une des histoires les plus captivantes du genre autour d'un homme, d'une parcelle de terre et d'un chiot d'apocalypse, voici votre manhwa. Si cette analyse vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Manhwa Recap Vault couvre les histoires les plus captivantes du genre chaque semaine. Abonnez-vous si vous voulez être là pour la prochaine. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous au prochain épisode.